Ok. Donc, ouais, j'ai quand même réfléchi un petit peu à la question avant de venir et je me disais qu'il y a d'un côté la part des anecdotes personnelles, le souvenir, avec des choses qui sont quand même très marquantes. Et puis il y a d'un autre côté le fait que je crois que dès le départ, j'avais pas beaucoup d'illusions sur le monde de l'art et que je suis arrivée dans un milieu que je ne connaissais pas, qui correspondait pas. Je suis venue de province en fait. Je suis arrivée aux Beaux-Arts de Paris comme étudiante. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds et c'est ce qui était assez passionnant et fascinant. Mais en même temps, j'ai toujours eu, depuis que je m'en rappelle, depuis toute petite, une sensation extrêmement forte de la place différenciée, on va dire, inégale des filles et des garçons. Mon rapport au masculin, on va dire, a été dès le départ assez marqué par mon rapport avec mon père, qui était à la fois charismatique et violent, qui occasionnellement me tapait dessus. Et avec, je le dis parce que pendant très longtemps je ne l'ai pas dit, avec une histoire d'abus sexuels, pas avec mon père, hein. mais dans la famille, qui est resté pendant très 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 longtemps un tabou absolu, un silence total, mais qui, je pense, a fondamentalement dévié mon rapport à l'autre, l'autre étant le masculin. Je crois que j'ai toujours senti, et ça n'avait rien à voir avec la pratique artistique ou avec le milieu artistique, que le féminin était un lieu finalement dangereux et que ça n'allait pas de soi. De la même manière que le masculin était un autre potentiellement dangereux qui n'allait pas de soi. Donc, je le dis en premier parce que ça colore tout finalement et ça met à une sorte de distance le rapport que j'ai à la discrimination des femmes dans le milieu artistique, que je prends comme étant un état de fait, je ne le discute pas. Il n'y a pas pour moi, il n'y a même pas de discussion à avoir, c'est un fait qu'on retrouve dans les chiffres, c'est un fait qu'on retrouve dans le quotidien, c'est un fait Enfin, on ne s'en débarrasse pas dans la vie d'une femme artiste, enfin en tout cas dans ma vie de femme artiste, ça a toujours été là. Ça s'est un peu reculé, on va dire, quand je suis partie aux États-Unis, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je suis partie aux États-Unis, où pendant 10 ans, j'en ai beaucoup moins senti le poids, en fait. Ça s'est levé un peu, mais en tout cas, en France, pour moi, c'est une des conditions finalement de mon existence en tant qu'artiste. Après, si je cherche les anecdotes personnelles, la première qui est assez rigolote, c'est quand j'ai passé mon diplôme de sculpture aux Beaux-Arts de Paris. Et à l'époque, on le passait devant un aréopage d'enseignants, qui étaient tous les enseignants de sculpture. Donc, je ne me rappelle plus, peut-être une douzaine d'hommes et une femme, Isabelle Waldberg. Et je passais un diplôme qui s'est plutôt très bien passé, avec des compliments et tout ça. Mais à la fin du diplôme, il y a un prof qui est venu me voir et qui m'a dit oh, « c'est bien joli ce que tu fais, mais tu ne seras jamais sculpteur, parce que pour être sculpteur, il faut en avoir. » Il m'a dit comme ça. Et sur le coup, je suis restée, j'avais quoi? J'avais 21 ans, 22 ans. Je suis restée vraiment interdite et ça m'a énormément affectée. Alors c'était totalement ridicule, en plus le geste là comme ça à la Popeye, faire remonter le biscotto comme ça. Et je crois que je me suis dit mais enfin si c'est ça, je me suis trompée. Il faut que je prenne mes jambes à mon cou et puis que je me tire. Parce que mon désir d'avoir une vie d'artiste était très
très ancrée à ma volonté assez farouche de liberté, finalement, et d'autodétermination. Et bon, peut-être que je revienne un peu en arrière, j'ai commencé ma vie, on va dire, d'adulte en tant qu'ado, en étant militante dans une organisation d'extrême gauche, à 14 ans. Et avec un désir très fort d'utopie, de révolution. Bon, voilà, c'était les années 70, le militantisme était très fort. J'étais à Grenoble. J'y croyais, on y croyait, qu'on pouvait faire la révolution, que ça pouvait changer, que je pense que j'agissais plus sur un sentiment profond d'injustice sociale et de lutte des classes, vraiment. Enfin, c'est une expression que je revendique toujours. Je pense qu'elle n'a pas disparu du tout, cette lutte des classes, quoi qu'on en dise. Et je croyais que par la révolution ou l'action politique ou l'action militante, on pouvait arriver à ça. Et très rapidement, 14 ans, 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, j'avais compris. J'avais compris qu'au sein de cette organisation d'extrême gauche, les rapports d'exploitation s'étaient transférés entre les mecs et les filles. Et tout ça en plein milieu de révolution sexuelle, de liberté, de rapport, soi-disant, entre les gens. Et je me suis rendu compte que non, il y avait ceux qui étaient plus libres que les autres. Et que les filles, j'étais très jeune, j'étais une gamine, que les filles n'étaient jamais aussi libres. En tout cas, pas à leur façon à elles. Elles étaient libres dans le sens où elles répondaient à la liberté du mec, en fait. Et donc j'ai pris la tangente, enfin je suis partie, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai complètement changé de vie. Quelque part, j'étais partie pour faire des maths, faire de la recherche en maths ou de l'histoire. Et tout d'un coup, l'art m'est apparu comme étant voilà, un lieu où peut-être là, ça serait pas ça. Donc j'ai déchanté assez vite. Et donc à la fin de mes études aux Beaux-Arts, quand je me suis entendu ce type me dire, voilà, il en faut, et que je savais que je n'en avais pas, c'est-à-dire que j'ai réalisé assez vite que j'aime pas la compète, j'aime pas montrer mes muscles, si j'en ai, j'aime pas les luttes de pouvoir, c'est-à-dire que je reconnaîtrais, j'ai une sorte d'allergie instinctive à l'abus de pouvoir, quel qu'il soit. Et je me suis dit, mais c'est pas fait pour moi ce milieu, parce que je vais pas y arriver. Et puis bon, il y avait aussi, dans la discrimination, il y avait ce fait qu'à l'époque, on avait très peu de modèles qui soient des modèles féminins. Tous les artistes que j'aimais, que je connaissais à l'époque, étaient des artistes hommes. Et j'ai mis longtemps à me poser la question, à me dire, mais comment ça se fait que voilà, tous ceux que j'aime ont des barbes ou portent des pantalons ou voilà. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une seule nana dans le coin? Et c'était difficile de se projeter finalement dans un être artiste féminin. Je me rappelle du choc quand Georges Jean-Claude, qui était mon prof à la fin, a invité Gina Pan à l'atelier et qu'elle s'est assise sur la sellette où avant il n'y avait que des femmes nues ou quelques mecs nus aussi, mais moins quand même, et que Gina est arrivée habillée, pas à poil, et qu'elle a commencé à discuter, et puis qu'en discutant, tout d'un coup, elle a fait couler quelques gouttes de sang sur la sellette, et on était tous... C'était d'une puissance invraisemblable, et en fait, pour moi, c'était le premier modèle d'artiste femme que je rencontrais. Alors, en y pensant, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'Isabelle Valberg n'était pas un modèle, alors qu'elle était enseignante à l'école? Et je me suis rendu compte que, pour moi, elle était invisible. Donc, quelque part, j'avais intégré le modèle aussi. C'est-à-dire c'est quand même une chose qui est importante en tant que femme, de réfléchir à notre propre responsabilité dans tout ça.
on a été et on reste, quand on ne fait pas attention, complice d'une structure de différenciation ou d'échelle des valeurs qui fait que d'un côté, il y a le plus, à l'époque on appelait ça le phallus, qui soit porté par un mec ou qui soit porté par une femme, après tout, c'est pas une grosse différence. Qui était cette espèce de pouvoir symbolique finalement du masculin, et qu'on a quand même été très nombreuses à intégrer et on a porté le dominant en soi, et je pense que je le porte toujours, on s'en débarrasse pas si facilement. Donc finalement, la discrimination, elle a été pour moi un état de fait constant, et peut-être qu'elle m'a moins marquée finalement dans le milieu de l'art que dans la quotidienneté d'une vie, d'une pratique, de rapports sociaux. Parce qu'assez vite, je crois, j'ai décidé que je chercherais. Enfin, j'étais pas là pour faire carrière. J'étais là pour vivre quelque chose que j'avais passionnément envie de vivre, qui était finalement de poser des questions à travers une pratique manuelle, plus qu'à travers du discours. Et en même temps, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le féminisme théorique n'a pas été important pour moi. Ça a été très important. Lire Simone de Beauvoir, lire les Américaines. Bon, ça a été très très important. La réflexion féministe a été essentielle, mais ma position, elle a quand même toujours été dans un vécu immédiat et extrêmement instinctif, voire on va dire primaire, qui est qu'il y a des rapports de force, il y a une guerre. Il y a une guerre qui est menée contre le féminin, parfois par des femmes d'ailleurs, pas seulement par des hommes. Je pense que les choses qui m'intéressent le plus, c'est quand les rôles, je m'en rends compte avec les étudiants, très souvent les garçons qui viennent travailler avec moi sont des garçons qui donnent une large part finalement à leur vulnérabilité, à une forme de féminin. Bon, je suis bien consciente qu'on utilise des clichés, bon, les mots sont comme ça. Je me rends compte que j'aime les gens qui font vaciller les frontières, que ce soit des hommes ou des femmes. Je préférerais un homme féminin à une femme machiste, toujours. Je préférerais une femme qui va vers le masculin, ou une femme entre guillemets masculine, à une femme qui va amplifier tous les clichés de la féminité. Je pense que dans le milieu de l'art est par essence un milieu discriminant. Bon, ça, en même temps, c'est aussi la beauté de ce qui fait l'art, parce que la relation qu'on a à l'art, elle n'est pas déterminée par des valeurs absolues, donc on est toujours dans le choix, on est toujours dans la discrimination. Donc on fait un choix, on choisit ceci plutôt que cela, on va s'identifier avec ceci plutôt qu'avec cela. Donc je le prends finalement qu'un système opprimant prenne des décisions qui sont discriminantes, ça ne m'étonne pas. Enfin, c'est normal. Donc, je pense que notre arme, et l'arme peut-être que j'essaye de partager ou de transmettre à des filles ou à des garçons par rapport à tout ça, c'est de trouver sa position, la position qui nous semble juste, pour établir nos propres échelles de valeurs et nos propres critères de discrimination, parce qu'on en a. On en a aussi, toujours. Et j'accepterai jamais, d'où que ça vienne, que
la pratique ou l'être de quelqu'un soit jugé par rapport à une assignation, quelle qu'elle soit, femme, blanc, pauvre, malade, vieux, enfin bon, on peut en imaginer beaucoup. Si je prends comme intersectionnalité la question des différents lieux finalement d'assignation de valeur, absolument, absolument, parce que j'ai toujours été très consciente on va dire qu'au départ, ça s'est plutôt fixé sur les assignations sociales, appartenir ou ne pas appartenir à la classe qui a le vocabulaire symbolique. Alors ça va de ne pas être parisienne à venir d'une famille dont une partie des origines est prolétaire, et ça a été très important dans mon enfance. Je me suis beaucoup identifiée à la famille de mon père, qui était... mon grand-père était ouvrier à Rhône-Poulenc. Il y a toute une geste, on va dire, de la classe ouvrière, des luttes ouvrières, d'être fier, finalement, d'appartenir à ça, tout en étant, on va dire, mitigé par la violence, pour le coup, des relations entre hommes et femmes dans cette classe ouvrière, telle que je l'ai connue, le patriarcat, les rapports de force physique, pour le coup. Donc je pense que ça a commencé par là, de me dire il y a des luttes permanentes entre ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, entre ceux qui ont le vocabulaire, ceux qui n'ont pas le vocabulaire, ceux qui ont les gestes et ceux qui n'ont pas les gestes. Bien sûr, tout le monde a des gestes. Il y a des gestes qui sont... il y a une façon d'être physiquement qui marque une appartenance. Après, j'ai passé pas mal de temps en Afrique parce que mon père travaillait en Afrique noire. J'étais très tôt, quand j'avais 17 ans, non, 16 ans, je suis partie en Algérie. J'ai été marquée par la participation de mon père à la guerre d'Algérie. Donc j'ai été aussi assez consciente de la violence des rapports entre le pouvoir colonial, puisque c'était un pouvoir colonial, et les colonies ou ex-colonies, puisque quand moi je les ai connues, c'était des ex-colonies. Et le fait qu'à partir du moment où j'allais en Algérie, où j'allais au Burkina Faso, où j'allais au Niger, la couleur de ma peau était déjà dès le départ une assignation, et que là, pour le coup, j'étais plus la couleur dominante, j'étais la couleur absolument minoritaire, mais en même temps marquée par le pouvoir dominant. Et je pense que tout ça, ça m'a marqué en tant qu'artiste, parce que j'ai eu un très fort tropisme vers l'art africain. Je pense qu'il y a un moment, j'ai été plus nourrie par la tradition sculpturale d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale que par la tradition, on va dire, classique, occidentale. Et que dans mon rapport à ma pratique, il y a quelque chose qui se place là dans une hybridité entre un art qui s'est assez tôt, on va dire 18e siècle quand même, autonomisé par rapport au corps social, et puis un art qui, lui, au contraire, ne s'est jamais appelé un art, en fait, en tant que tel, qui était une pratique totalement embedded, là j'ai le mot anglais, intégrée
au corps social, qui fait que la sculpture africaine, elle était dans les maisons, dans les cases, elle était dans les objets, elle était... moi, je la voyais dans les gestes des femmes, je la voyais dans les textiles, je la voyais dans les bijoux, enfin, dans des choses qui étaient vraiment de l'ordre de la vie quotidienne. Et donc il y avait un rapport à l'objet et à la forme qui m'a énormément déplacée finalement par rapport à une pratique, bon, celle que j'ai appris aux Beaux-Arts quand même, qui était quelque part une pratique hors sol. L'art dans le monde occidental, c'est souvent hors sol. Et l'art africain, on passait pas mal de temps en Afrique, puis après, plus tard, beaucoup plus tard, aller travailler en Inde du Sud, où là aussi, la sculpture porte à la fois une spiritualité qui m'est totalement étrangère. Je n'ai pas de pratique spirituelle ou de croyance, quelle qu'elle soit, mais en même temps, l'objet incarne toujours plus que ce qu'il représente. Et ça, c'est une chose qui a... Alors ce plus, il est difficile à nommer, mais c'est une chose qui reste extrêmement importante pour moi. Après, je me suis un peu éloignée de la question, je vois que je dérive, mais une chose qui est intéressante, c'est que cette question de l'intersectionnalité, elle joue beaucoup dans l'histoire de l'art contemporaine récente. Et dans un sens, je trouve ça extrêmement bien. Dans un autre, je trouve ça aussi extrêmement problématique. C'est-à-dire que cette espèce d'appétit, que je vois comme une sorte d'avidité finalement, du milieu de l'art et du marché de l'art pour des artistes venant d'autres cultures, qui fait que tout d'un coup, on va avoir une biennale où il y aura, je ne sais pas, tant de pourcentage d'artistes chinois ou tant de pourcentage d'artistes africains. Tout d'un coup, récemment, on est passé à tant de pourcentage d'artistes arabes, comme si tout d'un coup, il fallait payer nos actions, parce on est quand même en guerre, et on est dans des guerres extrêmement destructrices, extrêmement violentes. Alors le retour, finalement, ça serait de donner une sorte de légitimité comme ça, symbolique, à l'artiste arabe qui devient une sorte de catégorie en soi. Et c'est compliqué, c'est difficile, parce que autant je trouve que c'est nécessaire que le milieu de l'art s'ouvre et accueille la différence et les pratiques différentes, autant quand ça devient une sorte de packaging ou d'argument de vente, ça me hérisse. Donc, j'ai pas de... C'est une question que je trouve très épineuse et je pense qu'on ne la résoudra pas au sein du milieu de l'art, en tout cas pas dans l'industrie de l'art, parce que tout ça se mélange quand même avec énormément de phénomènes spéculatifs, et donc on va aller chercher un artiste au fin fond du Botswana ou de je ne sais pas où, qui va être dans une situation économique qui est totalement différente de la nôtre, et donc avec un coût, là, pour parler vraiment d'économie, extrêmement faible, et puis tout d'un coup la spéculation va s'en emparer, et il y a une sorte presque comme une bulle financière finalement qui se fait là-dessus, que je trouve ça me met très 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 en colère, y compris parce que ça détruit des artistes aussi, et que ça transforme des gens qui avaient une pratique totalement intégrée dans leur contexte, dans leur mode de vie, qui avaient, comme c'est évident et normal, besoin et envie d'étendre leurs frontières et d'être reconnus en tant qu'artistes à part entière, et non pas en tant qu'artiste burkinabé ou artiste botswanais. Et la capacité du milieu de l'art à en faire une sorte de produit d'appel
est quand même très, très problématique. Je le vois avec des étudiants, enfin ex-étudiants, d'origine africaine qui tout d'un coup sont happés par le milieu de l'art avec une violence terrible finalement. Alors au début c'est pas une violence, ils le prennent comme un cadeau, c'est extraordinaire, privilège. Tout d'un coup ils ont des budgets, ils ont des expos, ils voyagent. Et puis je les retrouve 3, 4, 5 ans plus tard, assez détruits. Bon, je pense qu'ils sont suffisamment costauds et qu'ils s'en relèveront, mais c'est pas simple. Ils ne me surprennent pas vraiment. Bon, alors cette espèce de dégringolade tout d'un coup en 2016 est quand même assez catastrophique, de passer de 28% à 12%. Mais finalement, c'est révélateur peut-être de ce que je disais plus tôt, c'est que voilà, l'intersectionnalité des luttes, en parallèle, il y a une intersectionnalité des achats. C'est-à-dire qu'on est passé des artistes femmes aux artistes de minorités ethniques, voire aux artistes... Enfin, oui, c'est ça. Enfin, c'est même pas de minorité ethnique, mais de provenance, on va dire, différente. Et, je pense qu'il y a des effets de mode. Il y a le fait que je crois fondamentalement tant qu'on ne sera pas dans une société plus égalitaire, j'aimerais arriver à croire à une société égalitaire, disons au moins plus égalitaire. Il n'y a pas de raison que ça change. Les gens qui prennent des décisions d'achat sont les véhicules de rapports de force. Les femmes, à un moment, ont construit un rapport de force qui leur a permis de grimper un certain nombre d'échelons. Ce qui fait que pendant un certain temps, si on était commissaire, directeur d'un lieu, responsable d'un FRAC, pour dire les choses un peu vulgairement, ça foutait mal de ne pas acheter de femmes. Donc, bon, après, il y a des gens dans le milieu comme partout ailleurs qui sont extrêmement passionnés, intelligents, intègres, qui croient à ce qu'ils font. Je ne veux pas avoir l'air de... Enfin, pour tout ce que je dis, on pourra dire le contraire. Donc il n'y a aucun doute, enfin je n'ai pas de doute à ce sujet. Mais je pense que sur la globalité, tant qu'on est dans une société fondamentalement inégalitaire, où en fait les inégalités n'arrêtent pas d'augmenter, on est dans une société que je trouve plus violente et plus répressive que ce qu'elle était il y a 15 ans. Toutes les minorités vont payer. Donc pendant un petit moment, il y a une minorité qui va arriver à créer, aussi à cause des phénomènes de spéculation dans le marché de l'art, mais ça va monter. Donc tout d'un coup, on va avoir 20% d'artistes non occidentaux ou non blancs dans les proportions d'achat, et puis proportionnellement, la proportion des femmes va descendre. Mais la proportion des mecs blancs, elle ne bougera jamais. Donc finalement, les variables d'ajustement, elles sont de l'autre côté. Il y a une sorte on va dire, selon les endroits, au mieux la moitié, au pire les 3/4, qui vont être pas réservés, parce que les gens ne pensent pas, ils n'ont pas l'impression de pratiquer une politique de réserve, mais ça va se faire comme ça, presque naturellement. Voilà, les meilleures œuvres, entre guillemets. Par hasard, ça se trouve être des œuvres de mecs blancs de tous les âges. Et puis après, il y a les moins bonnes. Et alors dans ces moins bonnes-là, on va trouver quelques excellentes œuvres de femmes, parce que quand même, on ne peut pas nier qu'il y a d'excellentes femmes artistes. Et puis après, on va aller chercher finalement ce qui correspond
à la zeitgeist du moment. Donc il y a un moment où il ne faut pas être antisexiste, donc on va acheter plus de femmes, puis il y a un moment où il ne faut pas être anti-musulman, donc on va acheter plus d'artistes arabes en imaginant que c'est des artistes musulmans. On n'en sait rien. Ou il y a des moments où il ne faut pas être anticolonial, donc on va acheter des artistes des anciennes colonies. C'est presque, j'ai presque envie de dire c'est normal. C'est pas normal dans le sens où c'est quelque chose contre lequel il faut se battre tout le temps. Mais il n'y a pas d'illusion à avoir. Il n'y a aucune raison que le milieu de l'art arrête d'être discriminant pour qui que ce soit, tant qu'on est dans une société discriminante. Le milieu de l'art n'est pas privilégié, on n'est pas des saints, on n'est pas meilleur que les autres. Je pense que si on veut que ça change, il faut changer de société. Après, pour ce qui est des chiffres dans les écoles d'art, ça fait très longtemps que les filles sont une large majorité. Dans l'école où j'enseigne, c'est-à-dire l'école des Beaux-Arts de Paris, on est dans une situation qui a très peu changé depuis 30 ans, 40 ans, où les filles sont largement majoritaires quand elles sont étudiantes. Elles disparaissent quasiment au niveau des enseignants. C'est un peu mieux maintenant que quand je suis rentrée à l'école ou que quand moi j'étais élève, mais ça reste encore aujourd'hui, en juin 2019, on peut se retrouver avec un jury de recrutement d'admission d'élèves aux Beaux-Arts de Paris où il n'y aura que des mecs. Et devant eux, il y a une candidate, enfin, il y a des candidates en large majorité. Donc, voilà. Pendant un certain temps, Yves Michaud avait obtenu que chaque fois qu'un recrutement d'enseignants avait lieu, il était accompagné d'une petite ligne qui disait « des candidatures féminines seront favorisées ». Ça avait fait hurler. Bon, il l'a imposé et il a bien fait de l'imposer, mais ça a disparu cette phrase. C'est-à-dire qu'en fait, 20 ans plus tard, ce petit gain, entre guillemets, n'est plus là. Moi, je sais très bien que j'aurais pas été embauchée aux Beaux-Arts là où j'étais si j'avais été un garçon. Donc, j'ai bénéficié d'une discrimination positive, on va dire. Et j'ai mis un certain temps à décider que je m'en fichais quelque part, que ça n'allait pas atteindre ma conscience de moi-même, si on veut, quelle qu'elle soit, en bien ou en mal, que je l'admettais et que finalement, un mec, il n'a jamais à se dire est-ce que le fait que je suis un mec a joué un rôle dans le fait que j'ai été recrutée. Il n'a jamais à se poser la question. Par contre, les femmes se la posent et on leur dit, on l'entend quand même après, assez souvent, oh, si tu as été recrutée, c'est parce qu'il fallait une bonne femme. Ok, ouais, bah, oui, il faut des bonnes femmes. Donc c'est une bonne chose que d'utiliser ce... Il faut des bonnes femmes, il faut des mauvaises femmes, il faut des grandes femmes, des petites femmes. Mais la discrimination positive n'est jamais agréable, y compris pour celui qui en bénéficie, celle qui en bénéficie. Mais elle est absolument essentielle, parce que si on ne le fait pas, non seulement ça n'avancera pas, mais ça recule. C'est-à-dire que dans toute lutte, il n'y a jamais de stase. Si une chose n'avance pas, elle recule. Chaque fois qu'on ne se bat pas pour la moindre petite avancée, on accepte de reculer. Et, ça, je pense que c'est vrai à tous les niveaux. À tous les niveaux, pardon. C'est important que les jeunes femmes s'en rendent compte, parce qu'elles ont souvent l'impression que c'est un combat d'arrière-garde, qu'être féministe,
c'était important, ouais, pour leur mère, quoi. Et que leurs mères ont fait le boulot. Et en fait, non, je regrette de le dire, mais moi qui ai 2 filles, j'ai pas fait le boulot. Je le dis, j'ai pas gagné. J'ai fait un boulot, j'ai fait du boulot, mais ma génération n'a pas gagné. Et le petit peu qu'on a gagné est sans arrêt à regagner. C'est-à-dire que, bon, par les trucs tout simples, l'avortement, c'est pas garanti. Aux États-Unis, en ce moment, il y a des États où ça y est, c'est fini. Y compris une fille qui se fait violer n'a plus le droit d'avorter. Donc, si elle a du fric, bah, très bien, elle ira dans un autre État. Mais si elle n'en a pas, eh ben, on revient j'allais dire au Moyen-Âge, mais non, on revient à pas si longtemps que ça. Ma grand-mère a eu 15 grossesses, je crois, 7 enfants. Les 8 autres, ils ne sont pas mort-nés. Les 8 autres, c'est des avortements clandestins. Et c'est des avortements clandestins à Lyon, pendant la guerre, après la guerre. Là, je ne vais pas faire un dessin, mais on peut revenir à ça. Et on est en train d'y revenir aux États-Unis, phare de la civilisation. Donc je pense que c'est, pour moi, à la limite, plus important que de se battre pour qu'il y ait plus de femmes dans les fracs. C'est que les jeunes femmes n'oublient jamais qu'aucune des conquêtes qu'on a eues n'est garantie, que tout peut repartir dans l'autre sens. L'autonomie financière, le droit d'être ce qu'on veut, comme on veut, de s'habiller comme on veut, d'avoir la gueule qu'on veut, de fréquenter qui on veut. Tout ça, c'est pas garanti, et il y a des endroits en France où ça recule, en fait. Donc, en tant qu'artiste, c'est important. Après, ça ne veut pas dire que ça va se traduire dans l'œuvre qu'on fait, mais je pense que l'œuvre d'un artiste, elle ne se fait jamais dans le vide. Donc, pour moi, tout ce qui m'importe dans le monde où je vis est quelque part filtré dans mon travail, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas forcément déchiffrable par celui qui regarde. Ce n'est pas forcément des choses que j'ai envie d'analyser comme on analyserait la composition voilà, de telle ou telle couleur. Enfin, je ne vais pas démonter la machine, mais tout est là. C'est-à-dire que même dans une forme qui peut-être ne représente rien, ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a 2 semaines, ou il y a 1 mois, les violences policières, ce qui se passe aux États-Unis, la guerre en Syrie, et j'en passe, et tout le reste, les attentats au Pakistan, la répression en Chine, bref, je pourrais ne jamais m'arrêter, mais tout ça, ça filtre dans ce que je fais et ça participe de ce que mes mains produisent. Donc c'est vrai que finalement, la question de savoir si les fracs vont avoir 20% plus, elle est importante, elle existe, faut pas la nier, mais elle me semble moins cruciale que voilà, pourquoi est-ce qu'on permet qu'une police républicaine se comporte comme elle se comporte en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans les rues en ce moment à dire c'est pas possible qu'on interdise l'avortement en Alabama? Parce que c'est les filles de l'Alabama, elles sont là-bas, oui, elles sont là-bas, très loin là-bas, mais elles sont là. Oui. Ça suffit comme réponse? Non, bon, on va. Non, je vais quand même en dire un peu plus. Je crois que je suis viscéralement féministe. C'est quelque chose qui ne me quitte pas. Après, je ne suis pas... Ça fait longtemps
que je n'ai pas été engagée dans un militantisme féministe. Ce qui est... Ah, c'est comme ça. Je n'ai pas trouvé la place dans ma vie pour ça, comme pour d'autres militantismes, où peut-être que j'ai juste été trop traumatisée par une expérience, mon expérience qui était trop précoce du militantisme. Donc je regrette parfois, ça me manque, de ne pas être inscrite dans des groupes actifs sur la question du féminisme. Parce que ça ne suffit pas de dire « oui, je suis féministe ». Oui, c'est une évidence, comme je pourrais dire « oui, j'ai 62 ans, oui, je suis femme, oui, je suis blanche, oui, je suis féministe ». Ça va de soi. Après, là où je pense que j'essaye d'agir en tant que féministe, c'est quand même beaucoup en tant qu'enseignante de jamais perdre cet horizon-là de vue et d'être toujours très consciente, y compris moi-même par rapport à mes propres réactions, des fois devant des étudiantes ou devant des étudiants, de replacer les enjeux, de remettre les... Enfin, dans les années 70, il y avait une expression qui maintenant n'est plus à la mode du tout, mais qui était quand même extrêmement productive, le « d'où tu parles ». De ne pas oublier ça, d'où on parle. Qu'est-ce qu'on parle d'une position de classe? Est-ce qu'on parle d'une position de déséquilibre quand même dans la relation enseignant-enseigné, élève, d'où on parle dans les échelles de savoir, parce que bien sûr j'ai une expérience où j'ai un savoir qui vient de mon âge, c'est pas, voilà, c'est gagné au fur et à mesure des années qui passent. Mais je suis très consciente, par exemple, que mon savoir, il est daté. Donc là aussi, je sais d'où je parle. J'en sais très peu, finalement, sur les toutes nouvelles générations. Donc j'essaye d'être très consciente de ça aussi, quand des fois des étudiants me donnent des références qui sont totalement obscures pour moi, de me dire, mais oui, d'où ils parlent de leur lieu à eux, ils parlent de leur génération à eux. Et pour moi, finalement, être féministe, c'est quand même, c'est ça, d'essayer à chaque fois de considérer la personne qui est en face de moi, que ce soit un élève, que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un dans la rue, comme portant sa place, parlant de là où elle parle, de façon à pas finalement rater ce qui fait la spécificité de la personne qui est en face de moi, et de ne pas construire un rapport de pouvoir dont je ne serais pas consciente et qui finalement reproduirait le rapport dont j'ai beaucoup souffert, qui est celui d'un rapport de violence entre une forme de pouvoir masculin et une forme de vulnérabilité féminine. Donc toujours se rappeler que le vulnérable, il est peut-être en face de moi, et qu'à ce moment-là, c'est peut-être moi qui incarne l'autre part de l'équation, celle avec laquelle je ne veux jamais me commettre. Et donc, bien que j'ai choisi, pour des tas de raisons, parce que la vie parce qu'il y a un certain nombre d'heures limitées dans la journée, de ne pas militer comme féministe de façon collective, et ce que, encore une fois, par moments, je regrette. Je le regrette parce que je regrette ce que ça m'aurait apporté, ce que ça m'apporterait encore maintenant. C'est quelque chose qui me manque, cette forme de solidarité qu'on construit dans l'acte, dans l'action.
je pense que mon féminisme, il est agi ou je l'agis vraiment au jour le jour dans la relation, dans la relation intime aussi, domestique, à la maison, avec mes filles, avec les générations d'avant, avec ma mère, avec les gens dans la rue. On peut être féministe quand on fait du vélo aussi. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, finalement.